que toute l'équipe Prépa-Alumni va vous poser. Et ensuite, les étudiants de la Cato, ce sera à vous de poser vos questions. Donc, on vous invite dès à présent à écrire dans le chat vos questions. Comme ça, on pourra y répondre dans la deuxième partie de la visioconférence. Et donc, sans plus tarder, les filles, je vais vous demander de brièvement vous présenter et de nous dire quelle licence vous avez faite à la Cato et dans quel master vous êtes actuellement à l'ESCP. Donc, Émilie, si tu veux, tu peux commencer. Bah parfait. Du coup, je m'appelle Émilie, donc j'ai 23 ans et j'étais moi en master du coup éco-finance en classe sup. Je suis partie un an à Madrid et là je suis à l'ESCP et j'ai fait une spécialisation digitale en premier, enfin dans mon master 1 et en ce moment je suis en césure. Et du coup, je m'appelle Pauline. À la Cato, j'étais aussi en licence d'éco-finance avec le programme Classe Sup. Je suis partie un an à Milan. Et après, du coup, j'ai intégré l'ESCP, donc le Master en Management classique. Et comme Émilie, je suis partie à Madrid en spé de Digital Transformation, donc c'est un truc un peu IA, enfin, on aura l'occasion de vous en reparler, pour le deuxième semestre. Et là, je suis ici en césure. Super, merci beaucoup. Et donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de comment s'est passé vos admissions à l'ESCP et donc spécifiquement comment se déroule l'oral? Si vous avez eu personnellement des points forts qui, selon vous, vous ont démarqué et tout simplement si vous avez des conseils à donner aux étudiants de la Cato pour bien préparer les oraux. Vas-y, Émilie, si tu Ok, alors du coup pour tout ce qui est préparation des oraux à l'ESCP, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut anticiper. En vrai, ça va pas s'arrêter qu'à l'ESCP, mais on va parler des oraux en général parce qu'on sait pas pour quelle école on va être admis. Et vraiment, je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment le projet professionnel. Moi, je sais que mon oral était vraiment enfin, beaucoup basé sur ça. C'est un oral qui est assez court, donc vraiment, faut avoir en tête ce qu'on a envie de dire. Le format, nous, c'était assez inégal, ça change beaucoup en fonction bah, du coup des jurys. Faut l'avoir en tête et faut être préparé un peu à tout et n'importe quoi. Et je pense que ça demande vraiment beaucoup d'entraînement et avoir un projet pro qui est assez logique, on va dire. Même si bon, vous savez pas trop ce que vous voulez faire, faut construire quelque chose à partir de vos expériences. Et même si vous avez eu des expériences hyper différentes, vous arrivez toujours à trouver un espèce de fil rouge qui fait du lien entre tout et qui fait que votre jury en face de vous se dit ah bah oui en vrai j'y avais pas pensé mais c'est logique parce que forcément vous avez pu faire des stages qui sont assez courts, on sait que c'est un peu compliqué de trouver des stages un peu de qualité quand c'est un mois, 2 mois. Mais je pense que vraiment ce qui est important, c'est ouais, de vraiment réussir à trouver un lien entre toutes les expériences que vous aviez eues, que ce soit professionnelles ou associatives, ou en dehors de l'université, sportive, tout ça. Et de vraiment bah, réussir à montrer pourquoi aujourd'hui vous avez ce projet pro et comment l'école elle va vous aider à du coup pouvoir aboutir à ce projet professionnel. Moi, ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est surtout entraînez-vous à parler des sujets qui vous concernent. Par exemple, si c'est un stage, entraînez-vous, mais même devant votre classe ou tout seul ou avec des copains si vous pouvez, à genre tout raconter, à peut aller dans les moindres détails, à être plus concis, etc. Et comme ça, le jour J, quand vous aurez une question qu'on va vous poser, peu importe la question que ça sera, vous serez toujours entraîné un peu à se dire, ah oui, mais tiens, je m'étais déjà parlé de ça comme ça, donc ça peut m'aider. Faire du lien, ouais, c'est hyper important, mais même juste parler de ce qui vous intéresse. Vous avez forcément des sujets qui vous intéressent, que ce soit un truc de sport, un truc associatif et tout. C'est vraiment se mettre en avant et, euh, et un peu préparer toutes les questions connes, que ce soit par exemple pour le SCP, qu'est-ce que ça veut dire ESCP? On a une copine qui a eu ça en entretien, donc en vrai, enfin, on sait jamais avec le jury, on peut vraiment tomber sur n'importe quel type de questions. Et du coup, c'est un peu s'entraîner à un peu tout le temps. Oui, c'est chiant parce que c'est une préparation qui est un peu longue, mais ça marche pour toutes les écoles et ça vous servira toujours de se dire, ok, bah moi je m'étais entraînée à me dire, ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un stage en L1, un stage en L2. Bon, bah, j'ai fait du lien entre les deux, même s'il n'y en avait pas. Et du coup, le jour J, quand on va vous poser une question qui est un peu entre les deux, bah, vous pourrez l'illustrer avec vos deux expériences. Et du coup, ça va vous faire un avantage du fait que en fait, le jury sait de quoi vous parlez, vous arrivez à bien en parler, et du coup, genre, il est content d'avoir cette discussion avec vous plus qu'un vrai entretien, quoi. Ok, donc bah, merci pour vos réponses, les filles.
Je vais enchaîner direct avec des questions qui concernent votre TAJ et votre TOEIC. Donc, si vous pouvez nous dire le score que vous avez présenté à vos écoles, s'il y a un score cible à avoir par rapport à ces deux tests. Aussi, si vous pouvez nous parler de la manière dont vous êtes préparé à ces épreuves, si vous avez des conseils par rapport aux préparations, si vous avez suivi des prépas en plus ou enfin, tout type de conseils que vous pouvez nous donner par rapport au TAJ et au TOEIC. Voilà, donc, Émilie, je peux te laisser continuer, enfin, répondre à la question. Alors, du coup, moi, au TOEIC, j'avais eu 985 sur 990. Et au Taj Mahal, c'était du coup l'ancien Taj, j'avais eu 340. Et je pense que les conseils que je peux donner déjà sur le TOEIC, c'est d'essayer d'avoir le maximum de points parce que c'est quelque chose qui peut se passer autant de fois qu'on veut. Donc en vrai, s'y prendre assez tôt, je pense. Et le passer. Et enfin, franchement, en fait, c'est une méthodologie. Ça se répète. Et même si on commence avec des scores qui peuvent être pas terribles, on progresse super vite et c'est assez facile de progresser. Pour le Taj Mahal, moi j'avais eu plus de mal, j'avais pas suivi de prépa à côté, vraiment je m'entraînais avec les bibles et en cours du coup de Taj avec la classe sup. Et je pense que pareil, il faut être, alors là pour le coup, super régulier, pour en faire un peu tout le temps. Essayer de prendre un peu de recul si on peut et qu'on est vraiment organisé, essayer de le passer le plus tôt possible pour mettre toutes les chances de son côté. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est un peu plus stressant parce que on peut pas le passer à l'infini. Euh, donc voilà, genre vraiment prendre du recul. Parfois, pour certaines personnes, c'est bien aussi de travailler en groupe. Ça marche pas forcément pour tout le monde. Moi, je sais que je travaillais beaucoup à la BU, mais je faisais vraiment, j'avais des créneaux pour me faire deux tâches match blanc dans la semaine et des, tous les soirs, j'essayais d'en faire au moins 30 minutes. Enfin, en tout cas, on va dire un mois avant de le passer. Et sinon, je pense pas qu'il y ait un score type pour avoir le SCP. Nous, j'ai l'impression qu'il y avait un peu une limite 310, 320 ancien score du coup. Mais on sait pas trop comment ça fonctionne le SCP, mais on sait juste que le score de tâche n'est pas pris en compte plus que ça en fait au final. Enfin, c'est pas ça qui va faire la différence sur le CV. Le COEF est pas si grand que ça. Et je pense qu'on peut plus faire la différence avec le CV, les notes et le TOEIC. Donc je pense vraiment que le TOEIC c'est un avantage à avoir et on peut vraiment faire la différence et c'est beaucoup plus facile de gagner des points. Moi, du coup, j'avais eu 320 au TAJ, du coup, pareil, l'ancien score, et j'avais eu 985 au TOEIC. Le Taj Mahal, juste pour revenir sur ce que tu disais, Émilie, si tu avais moins de 320, tu pouvais pas postuler à l'ESV. Il te validait pas ton inscription, il disait que t'avais un... enfin, il te permettait pas de payer l'inscription. Du coup, en fait, c'était un peu leur seul prérequis, c'était d'avoir en vrai 320, parce qu'on est plusieurs, enfin, j'ai rencontré deux personnes qui ont été pris à l'ESCP à avoir eu ce score-là, et du coup, c'est le COEF le plus petit par rapport à notre dossier d'inscription. Et le TOEIC est beaucoup plus important. Le TOEIC, moi je vous conseille, si vous galérez à avoir le score que vous souhaitez, entraînez-vous en faisant des TOEIC entiers et pas en faisant juste des exercices, parce que les exercices en soi sont pas forcément si compliqués que ça, mais c'est plutôt tenir les 2 heures de concentration à faire les audios plus ensuite les textes, qui est long, qui est chiant et qui peut être le plus dur. Et du coup, c'est la partie genre qu'il faut, enfin, sur lequel il faut le plus travailler, je pense. Après, oui, il y a forcément des exercices qui peuvent être utiles à faire en plus, mais essayez de faire des TOEIC un peu de temps en temps en entier, ça peut enfin, vous faire progresser de fou. Et sinon, bah pareil, essayez de, je sais pas, d'écouter des podcasts, de faire des trucs comme ça en fonction de si vous avez des problèmes plutôt en listening ou en grammaire. Et le tâche, pareil, moi, c'était un truc qui était assez compliqué, enfin, c'est pas du tout ma logique. Et du coup, c'était un peu comme Émilie, j'en faisais tout le temps. Il y a des moments, j'en faisais quasiment un par semaine pour essayer de progresser. Je pouvais avoir des super scores ou des scores beaucoup moins bons. Donc c'est assez aléatoire, essayer de se trouver sa manière qui se correspond le mieux, ou est-ce que c'est faire trois sous-tests par soir, ou est-ce que c'est en faire des entiers. Je pense que ça dépend vraiment de votre manière de travailler et de la manière dont vous sentez que vous pouvez progresser là-dessus, quoi. Ok, bah merci beaucoup pour la réponse. Je vais passer directement sur vos stages que vous avez pu réaliser pendant votre licence, savoir comment vous y êtes pris pour les mettre en avant un peu durant vos oraux, et aussi par rapport à si vous avez eu une vie associative à la Cato, si vous en avez parlé, si vous pensez que c'est intéressant d'en parler, etc. Comment le mettre en avant, et voilà, si vous avez trouvé que c'était un point positif dans votre rôle.
Émilie, ouais, je te laisse la parole. Vas-y, je commence. Du coup, j'ai commencé d'abord par vie associative. Moi, je pense que c'est vraiment un gros plus pour les écoles en général. Et ça permet aussi de rajouter pas mal de choses pendant les entretiens et les oraux qui changent du projet purement professionnel, on va dire. Et montrer qu'on est investi, qu'il y a des choses qui nous intéressent. Donc là, ça peut faire un lien avec le projet professionnel, mais ça peut aussi montrer qu'on est investi sur d'autres choses et qu'on a aussi envie potentiellement de s'investir dans l'école pour laquelle on postule. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et puis, ça apporte beaucoup d'autres perspectives. Et c'est quand même je pense que c'est quelque chose qui est hyper valorisé enfin, pour les écoles. Et pour ce qui est des stages, moi, j'avais fait des stages, mais assez différents. Donc, c'était ça qui était difficile de trouver un peu un fil directeur entre mes stages. Mon premier stage, c'était un stage dans l'événementiel pendant 2 mois. Mon deuxième stage, c'était dans un cabinet de conseil en IA et Big Data, donc rien à voir. Et j'avais décidé d'avoir un projet professionnel RH, donc vraiment rien à voir. Mais comme quoi, finalement, j'avais vraiment réussi à construire toute une histoire autour de mes expériences professionnelles, de mon association. Et j'avais forcément du coup trouvé un stage RH qui me permettait d'appuyer sur mes oraux pour dire bah justement, enfin, tout ce parcours, il m'a amené à ça. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper important de pouvoir être en lien avec des professionnels qui sont dans le milieu que vous avez envie de faire parce que ça appuie vraiment votre discours pendant les entretiens et ça vous permet de montrer à votre jury que peut-être vous n'avez jamais concrètement fait ça, mais que vous n'êtes pas non plus à l'ouest et que vous savez à quoi vous attendre et que vous avez parlé avec plein de gens qui ont fait des choses dans ce secteur mais un peu différentes et que ça vous a vraiment permis de construire un projet. Et en plus, les jurys sont quand même, en fait, faut savoir, mais on n'est pas obligé non plus de tout savoir. C'est vrai que parfois on a des questions sur dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans. On a le droit d'avoir un peu, je trouve, de l'attitude si on a fait plein de choses et qu'on dit bah j'ai encore envie de découvrir, c'est pour ça que je vais faire ce stage. C'est pour ça aussi que j'ai envie de faire une année de césure quand j'intégrerai votre école parce que j'ai envie de tester ce type d'entreprise, ce machin. Donc ça permet d'ajouter des cordes à son arc. Et du coup pour l'asso, moi j'étais à l'instant startup en première année. En deuxième année, du coup, j'étais à l'étranger. En troisième année, j'étais à l'instant startup toujours, mais du coup, présidente de l'association. Et je pense que c'était vraiment un plus sur mon CV de montrer que j'étais investie dans mon université. Je l'ai beaucoup mis en avant aussi pendant mes oraux en disant que j'avais envie de continuer dans ma future école. En vrai, je te rejoins complètement sur les assos. Moi, du coup, j'étais chez Prépa-Lumni et c'est vrai que c'est un des gros points que j'ai mis en avant sur mon CV. Enfin, pas que sur mon CV, mais pendant mon entretien. En fait, ça te permet vraiment d'illustrer un autre côté de ta vie. C'était en mode, bah, à la fois, j'ai travaillé pour être là devant vous aujourd'hui, mais en même temps, je me suis engagée auprès de mes assos. Et en plus de ça, c'est bien genre de vendre un sport ou d'un truc comme ça. Comme ça montre que vous avez un profil hyper complet, que vous avez fait plein de trucs, que vous avez rencontré des gens. C'est hyper important de montrer que vous avez parlé avec des personnes qui sont en dehors de juste les gens de la Cato et les gens potentiels de l'ESCP à qui vous avez pu vous adresser. Donc ça, c'était vraiment, enfin, c'est un vrai plus de pouvoir vendre, que ce soit une asso de la Cato ou une asso pas de la Cato, c'est vraiment un plus de pouvoir vendre quelque chose comme ça, euh, dans lequel vous vous êtes investi, parce que ça montre que vous êtes quelqu'un d'un peu sérieux, mais en même temps un peu curieux pour aller voir autre chose. En termes de stage, moi j'avais fait un premier stage en L1 en vente, un deuxième stage en compta un peu administratif en L2 et en L3 j'avais fait un stage en contrôle de gestion plus ou moins et j'avais un projet pro qui était dans le luxe et du coup je m'étais vraiment servi de mon expérience en vente et après en fait comme ce que disait Émilie, de toutes les conversations que j'avais eues avec des professionnels pour ceux qui ont Madame Hubert en prof, elle vous encourage vraiment à aller parler avec des professionnels et c'est un conseil que je donne à tout le monde. C'est la meilleure chose à faire. Genre vraiment, moi, mon discours, il a changé pendant mes entretiens. Une fois que je m'étais adressée à des personnes qui avaient bossé dans le luxe, parce que j'avais des termes, j'avais des exemples, parce que je pouvais vraiment, enfin même moi, dans ma pensée, c'était beaucoup plus clair ce que je racontais que juste dire, ah oui, j'aime le luxe parce que les objets sont beaux. Bah non, j'aimais le luxe parce que en fait, il y avait plein d'autres trucs autour. Et c'est vrai que moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné quand je préparais mes entretiens. Et il faut se forcer à le faire parce que c'est pas toujours facile d'aller soit contacter des copains de vos parents, soit d'aller contacter des gens inconnus sur LinkedIn, soit d'aller même dans des magasins, essayer de parler avec des gens ou dans des entreprises. C'est pas simple, mais c'est vraiment une plus-value qui est genre folle. Et si je peux rajouter un truc aussi sur les assos, c'est vrai que ce qui est hyper important, je trouve, pour vous démarquer, c'est de montrer.
forcément, si vous êtes admissible dans des écoles comme le SCP, l'EDEC, et que vous avez eu des scores, enfin le Lyon, tout ce qui va avec, vous avez des bonnes notes, vous avez des bons scores de tâches, de TOEIC, mais en fait, il faut vraiment montrer pourquoi votre profil est intéressant si vous n'avez pas fait une prépa. C'est bien d'être un bon élève, mais en fait, quand vous faites les AST, on vous demande pas seulement d'être un bon élève, on vous demande bah ok, du coup t'es un bon élève, mais dans ce cas pourquoi t'as pas fait une prépa? Bah en fait c'est vraiment de montrer, moi j'ai pas fait une prépa parce que oui je suis un bon élève, j'aurais pu faire une prépa potentiellement, mais à côté j'avais envie de développer ça, j'avais envie de faire des stages, j'avais vraiment envie de d'en profiter pour découvrir ce secteur, pour m'investir dans la vie associative, être dans cet asso, mener à bien ce projet, et ça c'est vraiment le Manger aussi. enfin, et c'est même un prérequis en fait, parce que du coup, vous n'êtes pas quelqu'un de prépa, vous aurez beau être le meilleur élève de l'université, si à côté vous faites rien, bah c'est un peu dommage parce que vous avez le temps de faire d'autres choses, contrairement à des gens qui auraient fait une prépa. Ok, ben merci encore pour vos réponses, c'était très complète. Je rappelle juste pour tous ceux qui nous ont rejoints, vous pouvez mettre des questions dans le chat, on consacrera un temps à la fin de la visio pour y répondre. Je vais enchaîner sur la question qui suit. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus par rapport au parcours que vous suivez actuellement à l'ESCP, les cours que vous suivez, enfin le master, et si vous pouvez même citer un cours qui vous intéresse en particulier, voilà. Amy, bah, je vais changer, tiens, Pauline, tu peux commencer si tu veux. T'es pas prête. Du coup, à l'ESCP, enfin, je suis arrivée, j'étais sur le campus de Paris, où du coup, c'est un premier semestre qui est hyper généraliste, où il y a des cours vraiment de tout, genre de RH, de strat, de business, enfin, de finance, vraiment. C'est un peu un. Vous prenez tous les métiers qui sont possibles dans une entreprise et vous avez un peu des cours de tout par rapport à ça. Et ensuite, du coup, au deuxième semestre, je suis partie à Madrid. Et là, en toute transparence, j'avais demandé à faire une spé de finance que je n'ai pas eu. Et du coup, j'ai eu l'aspect de digital transformation, qui était en vrai, mine de rien, assez intéressante. Enfin, c'est des valeurs ajoutées qu'on peut essayer de vendre dans des entretiens de stage ou dans des entretiens derrière. Et les cours, du coup, c'était très un peu complémentaire de la catho le premier semestre, je trouvais, parce que du coup, moi, j'étais en éco-finance et globalement, on faisait beaucoup, beaucoup de finance et on n'avait pas du tout de cours de, notamment de strat. Et moi, c'est un cours qui m'avait particulièrement plu. Un peu découvrir tout le b.a.-ba de la strat, tous les modèles un peu, pas bateau, mais tous les modèles génériques qu'on peut réutiliser dans plein d'autres situations. Et du coup, voilà. Et du coup, moi j'ai fait, je suis perdue, j'ai décroché. Bah du coup j'ai intégré le SCP, j'ai eu, bah premier semestre ça va être un tronc commun, et ensuite ce qu'il faut avoir en tête avec le SCP c'est qu'on va pas faire un master, enfin une spécialisation finance sur les 2 ans, une spécialisation marketing, une spécialisation communication, j'en sais rien. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut choisir chaque semestre une nouvelle spécialisation. Donc, vous pouvez passer de la finance au marketing si vous avez envie de tester des choses différentes. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut profiter aussi parce que vous êtes en école, donc c'est l'occasion aussi de découvrir des secteurs que vous n'avez pas forcément vus pendant l'université. Après, pour ce qui va être des cours, le premier semestre, quand on a fait 3 ans à la Cato, enfin 2 ans en fonction des échanges, euh, ça ressemble. C'est dans la continuité et on n'est pas du tout pris au dépourvu. Il y a pas mal de choses qu'on a déjà vues à l'université. Donc, ça, faut l'avoir en tête. Et ensuite, moi, j'avais aussi fait l'aspect digital transformation parce que mon projet pro était pas fixé dans ma tête et j'avais un peu envie de choisir des spécialisations qui pouvaient m'ouvrir des portes et que je pouvais revendre facilement lors de mes entretiens pour des secteurs assez différents. Et c'est un peu comme ça que j'ai construit mon parcours au fur et à mesure, c'est me dire, ok, je suis pas trop sûre, mais du coup, je vais en profiter pour faire quelque chose que je sais que je vais pouvoir revendre, quel que soit le stage que je vise après ou enfin voilà. Et du coup, pour le master 2, moi, je sais pas du tout encore quelle spécialisation je vais faire, mais j'aimerais bien faire le master 2 en alternance. Et c'est une possibilité aussi, et c'est très chouette de savoir qu'il y a des écoles où on peut faire, vous pouvez faire les 2 ans en alternance, une année, voilà, c'est assez flexible, donc c'est bien de savoir, c'est tout un parcours qui se construit en fait au fur et à mesure, et c'est très flexible, et du coup, vous pouvez toucher à plein de choses différentes, donc c'est génial. Bah, merci pour vos retours à toutes les deux. Maintenant, je vais enchaîner sur des questions plus sur
une forme de comparaison avec la Cato, savoir quel était le rythme des cours. Est-ce qu'il était sensiblement le même que les cours que vous suiviez à la Cato ou est-ce que au contraire complètement différent? Est-ce que vous avez eu du temps pour vous consacrer aux associations en arrivant sur le campus de Paris? Est-ce que vous êtes dans des associations et surtout comment s'est passée votre intégration? Est-ce que le campus était à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous avez eu des difficultés pour entrer dans les assos ou est-ce que tout s'est très bien passé? Émilie, du coup, si tu peux commencer. Alors, pour tout ce qui va être, faut être assez transparent avec l'ESCP. En fait, c'est un parcours un peu spécial parce que on peut choisir un campus par semestre, donc Paris, Berlin, Madrid, Londres, Turin, et même Varsovie, enfin, selon les spécialisations. Et mais du coup, ce qui fait que quand vous allez arriver, bah moi du coup j'ai fait, enfin comme Pauline, on a fait Paris puis Madrid parce que c'est souvent le schéma en master 1. On va pas forcément avoir la possibilité de rentrer dans des assos parce que c'est trop court. Et les gens qui rentrent en asso, c'est des pré-masters, du coup, l'année juste avant. Donc, il va y avoir très peu de place pour tout ce qui est AST. Et si vous restez pas toute l'année sur le campus de Paris, ça n'a pas tellement de sens de rentrer dans une association parce que vous êtes pris en novembre et en janvier, vous serez plus sur place. Donc, sur ce côté-là, il faut avoir en tête que quand on est AST, c'est plus compliqué de rentrer dans les assos. Niveau ambiance, bah, nous, c'était une année un peu particulière parce qu'on était beaucoup de la Cato à rentrer à l'ESCP. On a eu des super quotas, je pense, notre promo. Et du coup, ça fait que c'était plus facile d'arriver à beaucoup d'AST parce qu'on est quand même en minorité finalement. Enfin, AST français, mais bah, il y a beaucoup d'AST internationaux. Mais bah, ça s'est bien passé. Après, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on attend d'une école de commerce. C'est vrai que je pense que c'est moins festif et attractif d'un côté, enfin d'un point de vue asso et tout quand on est AST que des écoles comme l'EDEC ou les Lyon où on peut être plus intégré au prépa. Je pense qu'il y a quand même ça à avoir en tête. Mais après, on peut très bien commencer en allant direct sur un campus aussi ailleurs en Europe si on veut un peu quelque chose d'un plus intime parce que c'est des plus petites promos. Et du coup, c'est pas du tout la même ambiance, je pense. Mais voilà, Pauline, je te laisse. Et du coup, en termes de charge de travail, je pense que pour ceux qui sont juste en licence, quand vous êtes en L3, c'est à peu près similaire en termes d'horaire de cours. Globalement, on avait cours peut-être 6 heures par jour, mais même pas tous les jours de la semaine, genre 3 jours 6 heures et ensuite soit qu'une matinée ou soit qu'une après-midi. Donc c'est pas mal, par exemple, si vous voulez, nous, je sais qu'en L1, pardon, en M1, on était énormément à donner des cours ou à travailler dans des endroits différents pour se faire de l'argent sur le côté, donc ça, c'est pas mal. Il y a beaucoup plus de projets de groupe qu'à la Cato, en tout cas en écofinance. Je sais plus pour la gestion si vous avez pas mal de projets ou pas. C'est beaucoup du coup de trucs. Il n'y a pas beaucoup de rendus, enfin genre de DS ou de trucs comme ça, mais c'est plutôt de temps en temps des DM à faire ou des trucs à rendre un peu. Par exemple en finance, toutes les semaines, on avait 5 exercices à faire et à la fin, ils faisaient une moyenne pour les notes. Donc c'était pas non plus énormément de pression tous les jours et tout. Mais du coup, c'était pas mal parce qu'on a pu un peu s'organiser comme on voulait pour travailler à côté. Et une fois qu'on était à Madrid, je sais que ça dépend beaucoup des spécialisations en termes de charge de travail. Ceux qui étaient par exemple en finance ou en asset management, ils avaient des gros horaires. En conseil ou en, par exemple, nous, un peu toutes les spé transverses, genre de d'IA, de transformation digitale, je sais qu'il y en a une autre à Madrid. On était sur des semaines peu chargées. Mais du coup, en fait, ça nous permettait de faire du sport, de pareil, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui travaillent à Madrid, mais ça permet en fait de faire plein de trucs sur le côté. Et du coup, c'est assez sympa quand on est dans une ville enfin, on n'est jamais allé. Et en plus, on est souvent avec un gros groupe de copains. Et pareil, du coup, si vous, par exemple, si vous êtes prêt à l'ECP et vous décidez d'aller à Paris au premier semestre, n'hésitez pas à mettre Madrid en vrai au deuxième semestre parce que comme ça, les gens que vous rencontrez sur le campus de Paris, trois quarts, honnêtement, va sur le campus de Madrid après. Et du coup, en fait, tu retrouves forcément des copains, même si tu connais personne en arrivant à l'ESCP. Du coup, ça, enfin, c'est trop sympa. Et je trouve qu'à Madrid, il y avait beaucoup moins cette séparation AST prépa que sur le campus de Paris, où forcément, en fait, eux, ils sont dans leurs assos, c'est l'année où ils sont en asso. Et nous, du coup, on n'est pas trop intégrés dans les assos. Enfin, il y en a deux où on peut être intégré, mais globalement, il n'y a personne qui le fait. Et du coup, c'est sympa de re-rencontrer les gens qui étaient avec vous à Paris, quoi. Ok, et donc vous nous avez dit que vous étiez toutes les deux en césure. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que vous encourageriez un départ en césure?
Et est-ce que vous êtes parti en césure uniquement pour réaliser un stage ou alors parce que vous aviez d'autres projets? Et bah, si vous êtes parti pour faire des stages, est-ce que vous pouvez nous dire si le fait de faire d'autres projets à côté, c'est quand même quelque chose qui est encouragé par l'école? Euh, Pardon, Émilie, du coup, est-ce que tu es prête à Du répondre? coup, honnêtement, en école de commerce, c'est souvent, enfin, c'est presque, on va dire, obligatoire de faire une césure. En fait, on va nous demander un certain nombre de mois de stage pour valider l'année. Donc, ça va dépendre de si vous avez fait beaucoup de stages à la Cato, mais il faut que ce soit des stages d'au moins plus de 2 mois pour que ce soit validé pour votre école. Donc, nous, déjà, on a 9 mois de stage à valider avec le SCP. Donc ça reste une option plus plus. On va dire, on est presque obligé de faire la césure au final ou alors vraiment de compresser ses stages. Mais moi c'est quelque chose que j'encourage parce que honnêtement, enfin ça fait une vraie démarcation. Enfin c'est comme ça qu'on se démarque sur notre CV, c'est comme ça qu'on construit un projet professionnel aussi. Et puis, enfin pour être honnête, il y en a beaucoup qui savent pas encore vraiment ce qu'ils veulent faire. Ça permet de tester bah, des industries différentes, des tailles d'entreprises différentes dans des secteurs hyper différents. Enfin voilà, donc je pense que franchement, moi j'encouragerais tout le monde à faire une césure parce que c'est plus facile, même pour après trouver un CDI, pour faire une alternance, j'en sais rien, pour construire son projet pro, c'est plus concret. Et du coup, moi comme stage, j'ai fait des stages un peu rien à voir. J'ai fait un premier stage dans une agence de publicité pour commencer pendant 6 mois dans tout ce qui était stratégie de marque. Et là, maintenant, je suis chez Dior dans la partie plutôt marketing pour la joaillerie. Voilà, mais je me suis vraiment rendu compte et ça m'avait vraiment aidé tous les entraînements pour les oraux que bah, c'est facile. Enfin, même si on a des expériences assez différentes, on peut toujours trouver un fil conducteur, un fil rouge et ça permet vraiment bah, de pouvoir tester d'autres choses et en fait on se rend compte aussi, ça permet de relativiser un petit peu, mais que tout le monde est passé aussi par là où on en est et qu'un projet professionnel ça se construit donc on a le droit d'essayer des choses, de pas aimer, d'aimer, de vouloir approfondir ou pas, de vouloir tester quelque chose de complètement différent et je pense que c'est vraiment l'occasion de le faire parce que vous aurez plus forcément l'opportunité après quand vous devrez trouver un vrai taf. Donc voilà, je vous le conseille. Et du coup, moi, j'ai fait un premier stage en analyse financière et opérationnelle chez Pernod Ricard. Et là, je suis en conseil en stratégie dans une plus petite entreprise qui s'appelle MAD. Et moi, le conseil que je peux vraiment vous donner, bon, du coup, de faire des stages, oui. Si vous avez aussi des projets perso que vous voulez mener, doublez votre césure ou même prenez un semestre en plus. Ça, c'est vraiment l'avantage de l'ESCP, c'est qu'on peut façonner notre parcours comme on veut. Et du coup, moi, j'ai pas mal de copains là qui sont en train de me dire, en fait, j'ai fait 1 an de césure de stage et ensuite je reprends 6 mois pour partir à l'étranger, pour faire un voyage humanitaire, pour juste prendre 6 mois pour soi. Enfin, vraiment, c'est un gros avantage de l'ESCP. Il faut vraiment pas hésiter à le faire. Donc ça, c'est hyper cool. Et aussi, euh, à moins que vous ayez vraiment genre un attrait pour, je sais pas, de la finance, du marketing ou un truc un peu moins, entre guillemets, banal, euh, faites des stages hyper différents. Genre, allez tester que ce soit des secteurs différents, que ce soit des tailles d'entreprises différentes. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte au début, je sais pas, Pernod, pour moi, enfin, Pernod Ricard, je pensais vraiment que c'était fait pour moi et j'ai adoré ce stage. Mais là, je découvre une plus petite surface où on n'est que 60 et je trouve ça hyper sympa aussi. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on sait plus ce qu'on aime, ce qu'on aime moins et on a des attentes aussi qui vont évoluer. Et quand enfin, on a que 23 ans, bon, c'est pas forcément ce qu'on veut faire derrière. Et en fait, les stages, ça façonne énormément notre projet pro. Et derrière, honnêtement, on va pas se le cacher, pour être pris en CDI ou en stage de fin d'études quelque part, il faut quand même avoir quelques stages ou quelques expériences professionnelles parce que sinon, il y a trop de compétition sur le marché. Merci, merci pour vos retours et pour vos réponses. Est-ce que déjà pour finir, vous avez quelque chose à ajouter, un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, des conseils supplémentaires? Ou si c'est pas le cas, on peut passer aux questions. J'ai vu qu'on avait quelques questions dans le chat, et puis si il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole pour vous poser d'autres questions. Donc, est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on passe aux questions? Comme ça, non, personnellement. Mais Voilà, les questions vont peut-être vous permettre de vous appuyer dessus. Donc déjà j'avais une première question parce que on vous a parlé du coup de vos notes au TAJ et au TOEIC. Est-ce que en discutant avec les autres admissibles, vous avez pu établir une note cible ou une note seuil pour le TOEIC? Euh,
un score à viser ou bah, est-ce que vous savez s'il y a des gens qui ont été admis avec un score plus ou moins faible, on va dire? Faut qu'il soit le plus élevé possible en vrai. Le SCP, enfin, c'est ce qu'Emilie disait tout à l'heure, ils mettent pas trop de coefficients sur le TAJ, mais en revanche, le TOEIC, je pense que c'est vraiment un truc important pour eux. D'autant plus qu'il y a tous les campus où il y a une facilité d'accès qui est énorme et tous les campus, les cours sont globalement en anglais. Euh, j'ai pas d'idée de score minimum pour notre promo, mais Je le pense plus qu'il élevé faut possible, plus de 900 en gros. voire même plus. Le mieux, non mais plus on, enfin, Je crois que le 950 pour moi c'était le minimum, mais je suis pas sûre. Enfin, je veux pas dire une non, bêtise. il y en a qui avaient moins. Enfin, moi j'ai rencontré des gens plus à 900, 920, c'est possible, mais en fait, tout ce que vous avez, enfin, tous les points que vous perdez par ce gap de score, vous devez les récupérer sur autre chose. Donc en fait, au final, il n'y a pas en fait, il n'y a pas de score type ou quoi, parce qu'en Ouais. fait, il y a tout qui se compense. Mais c'est vrai que du coup, il faut essayer de pouvoir gagner des points là où on peut et enfin, où c'est plus facile de les gagner. Ben, je pense que c'est très clair comme réponse. On avait aussi une question sur est-ce que c'est possible, donc quelqu'un qui nous demandait, est-ce que c'est possible d'avoir le SCP sans avoir fait la classe sup? Oui, oui, bien sûr. Et même sans avoir fait d'échange, on a des exemples dans nos copains, peu importe les promos, sans avoir fait d'échange. En fait, il faut juste capitaliser sur tout ce que vous avez à donner. Donc, si vous avez fait un échange, vous capitalisez dessus, vous en parlez. Si vous avez juste d'expérience professionnelle, vous en parlez. Si vous avez un sport de haut niveau ou même un sport que vous adorez, vous en parlez. En fait, il faut vraiment juste tout ce que vous avez fait, vous le mettez en avant. Mais la classe sup n'est pas du tout une condition prérequise ou quoi que ce soit. C'est un plus, oui, parce que vous avez cet échange dont vous pouvez parler. Mais ça s'arrête là, quoi. Et on avait une question aussi sur quand vous étiez à la Cato, est-ce que vous pouvez nous donner approximativement vos moyennes et potentiellement votre classement? Et à ça, j'ajouterais d'ailleurs, est-ce que en fonction de vos classements, vous les avez communiqués pendant les processus d'admission ou non, au contraire, vous les avez gardés pour vous et vous avez juste communiqué vos moyennes? Mais du coup, en fait, je crois que les classements, ils étaient écrits sur le bulletin. Donc, pour moi, on n'avait pas le choix Ouais. de donner son classement. Après, je pense que ça dépend quand est-ce qu'on postule aussi. Mais nous, je sais que tout le monde donnait tout. Enfin, c'était pas... Enfin, il n'y avait pas vraiment le choix, je crois. Mais peut-être que je dis une bêtise. Non, non, je suis d'accord. Je crois que c'est. Enfin, Et... moi, je suis quasiment sûre que c'était écrit sur nos bulletins. Ouais. Donc, Alors ça a sûrement changé parce que nous, il me semble que c'est plus le cas. Donc, ah, ok. Bah, dans ce cas-là, il y a pas une case donnez-nous votre classement, quoi. d'accord. Et du coup, si vous pouviez quand même, enfin, si vous vous souvenez approximativement vos moyennes, bah du coup L1 et bon L2 c'est moins significatif puisque j'imagine, enfin, vous étiez parti à l'étranger, mais quand vous avez postulé, vous avez dû communiquer, j'imagine L1 et peut-être votre premier semestre de L3. Mm, mm. Fallait tout donner. Donc, moi, j'étais assez irrégulière, on va dire, sur les notes. Mon premier semestre de L1, j'avais eu genre 15 et demi. Et j'étais passée ensuite à 12 et demi, donc au deuxième semestre. Donc je pense que j'avais une moyenne de 13-14 en L1. En L2 à l'étranger, j'avais pas eu des super notes parce que je galérais un peu avec les cours que j'avais pris, comme c'était assez finance plus à l'étranger, j'avais eu, je crois, 13, quelque chose comme ça. Mais du coup, j'avais vraiment tout donné au premier semestre de L3 parce que je savais, enfin honnêtement, si on part à l'étranger, c'est vraiment je pense que c'est le semestre déterminant. Et j'avais eu 15,80, quelque chose comme ça. D'accord. J'étais huitième. Mais on était des petites promos parce qu'il y avait beaucoup de personnes à l'étranger. Mais voilà. Moi, en L1, je saurais pas vous dire une moyenne enfin, semestre par semestre, mais je crois que j'étais aux alentours de 14 aussi sur l'année, avec un bon premier semestre et un moins bon deuxième aussi. En L2, en fait, c'était trop bizarre parce que nous, du coup, ils ont essayé de nous donner des moyennes selon la Cato. En fait, je pense que ça comptait pas pour le SCP, honnêtement, parce qu'ils nous ont, la Cato Ouais. nous a refait des moyennes sur nos moyennes d'échange. Et moi, j'avais envoyé mes notes d'échange. Donc, ça n'avait pas pris d'importance. Et en L3, j'étais 12e et du coup, je devais être en dessous d'Émilie, mais j'ai aucune idée de mon. Enfin, je devais être à 15,5, un truc comme ça. Euh, et en revanche, en vrai, nous, notre année, il y avait, je pense, au moins top 30 qui pouvaient être pris. Enfin, c'était pas du tout que les 10 premiers, les 15 premiers ou les 20 premiers, quoi. D'accord. Après, je sais pas comment ça Et s'est passé. ça a été une Euh, spécificité, enfin, ça peut peut-être être important de le dire,
pour les gens qui nous écoutent. Si je dis pas de bêtises, c'est une spécificité de votre année où vous avez été quand Ouais. même beaucoup d'admissibles et La d'admis, cato, ouais, une trentaine, alors que les années généralement, il y en a précédentes une. et cette année, on est quand même plus sur des bases de entre 10 et 15 élèves. Après, comme vous avez dit, c'est pas forcément toujours les meilleurs élèves qui sont admis. Et puis surtout, quand on est admissible, il y a la possibilité de faire la différence avec les euros. Ouais, Donc, ouais, ouais. si on a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à les poser. Sinon, on va clôturer on va clôturer la conférence. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de donner vos conseils. Et puis on espère que bah, votre fin de césure va bien se passer. Et, Merci. Merci. Non, et bah, bon courage pour vos entretiens et les concours, mais donnez tout et n'ayez pas de regrets, quoi. Moi, j'avais une petite question, pardon. Hop, je vais me la caméra. Je sais pas si ça, je sais pas si c'est ça bon. marche vraiment. C'est Ouais, bon? on Ouais, te c'est voit, bon. ouais. J'avais une question peut-être un peu bateau ou un peu too much, mais pour postuler à l'ESCP, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à l'époque, enfin que vous avez découvert un peu tard ou sur le moment? Alors, je crois que ouais, ça bug un peu du côté de Roméo, mais enfin, je pense que vous avez compris Ouais, la question. on a l'essence chaque fois. Ok. Normalement, c'est bon. Je sais pas s'il y a une chose que j'aurais aimé savoir en particulier, honnêtement. Euh, Franchement, le meilleur conseil, moi, qu'on m'ait donné, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de parler avec des gens du monde professionnel. Parce qu'ils s'attendent un peu, pas forcément à ce que vous soyez que scolaire. En fait, ils s'attendent à ce que vous puissiez raconter quelque chose à partir de vos expériences. Et du coup, parler avec des personnes qui ont 5 et 10 ans d'expérience dans le monde professionnel, bah, ça vous ouvre aussi des connaissances que vous n'avez pas forcément tout seul ou par rapport à vos expériences. Et moi, c'est le truc que je peux vraiment vous recommander. Et peut-être pas parler avec plus de personnes, mais parler avec des personnes aussi variées ou qui ont fait différentes choses. Ça peut être trop intéressant, je pense. Et moi, je pense que c'est déjà au départ, moi je voulais, enfin j'hésitais à postuler à l'USCP parce que j'avais eu le score de montage genre 3 4 jours avant et mon score d'avant était pas suffisant pour que je postule. Donc j'étais même pas sûre de vouloir postuler à l'USCP. Donc je pense que déjà un premier conseil, tentez, vous n'avez rien à perdre et postulez à tout ce que vous pouvez. Surtout le SCP, on sait pas, franchement c'est un mystère. Parfois, il y a des profils hyper surprenants qui sont admissibles, parfois il y a des super profils qui ne le sont pas. Donc enfin, ça coûte rien d'essayer, un petit peu d'argent, mais c'est tout. Sinon, je pense qu'il y a quelque chose à avoir en tête, c'est que bah, tout peut arriver, donc vous pouvez être sélectionné aux oraux, et le SCP, vous êtes prévenu une semaine à l'avance que vous avez passé les oraux. Donc, je pense que c'est bien de se mettre dans le bain assez tôt pour pouvoir bah, ne pas trop paniquer. Franchement, essayez de préparer des oraux, même blancs, avec n'importe qui dans votre entourage qui peut avoir un peu une perspective différente parce que bah, vos interlocuteurs peuvent être super différents. Ils vont pas forcément attendre la même chose, la même réponse chacun, mais ce qu'ils veulent, c'est voir votre capacité de réfléchir et comment vous pouvez argumenter. Et c'est vraiment, enfin, peut-être que votre réponse va pas leur plaire, mais tant que bah, derrière il y a tout un raisonnement qui est cohérent et logique, ça va le faire. Et ça, pour le coup, ça s'apprend vraiment, ça s'apprend bah, pendant des entraînements. Donc entraînez-vous un max, même si c'est stressant, vous aimez pas. Moi, je détestais les oraux, mais je me suis rendu compte que ça m'a quand même beaucoup aidé. Et même pour aujourd'hui, les entretiens de stage, ça m'a énormément aidé aussi. Du coup, on a Adélaïde qui nous demande ce que vous, enfin, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, vous nous l'avez dit, mais ce que vous aviez choisi comme spécialisation pour votre M2? Euh, M2, on n'a pas choisi encore, mais M1, du coup, on a fait une spécialisation transformation digitale. Et moi, j'avais dit pour le SCP, quand vous postulez, il faut dire en avance les spé que vous aimeriez faire, enfin souvent dans vos lettres de motivation. Comme ça va aussi dans le fil directeur de j'ai envie d'intégrer cette école pour faire cette spé, pour pouvoir réaliser mon projet pro et ça va vraiment m'aider.
Et Mais du coup, c'est pas définitif ce que vous dites. oui, c'est Pas pas. parce qu'en entretien, vous allez parler de quelque chose qu'en fait, ça sera définitif et que vous serez obligé de faire cette spé ou de rejoindre cet asso ou un truc comme ça. En fait, c'est plus essayer de vous vendre au maximum et d'avoir une petite cohérence dans ce que vous racontez. Mais c'est après, une fois que si vous êtes admis, vous allez dire l'aspect que vous voulez et là, ça sera officiel. Et pour toi, Émilie, on nous demande s'il y a des possibilités d'alternance à l'ESCP, comme tu disais que tu envisageais possiblement de faire une alternance en M2, si tu pouvais. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez commencer votre parcours direct en alternance. Donc, ça veut dire que vous le faites en 2 ans en alternance. Et ce qui est chouette, c'est que comme à l'ESP, vous êtes obligé de faire au moins 2 campus en Europe. Même en faisant l'alternance, vous allez passer 2 mois sur un campus, soit à Berlin, soit à Madrid. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de faire l'alternance en Master 2. Et c'est bien parce que toutes les écoles ne le proposent pas. Et ça permet d'avoir une école entière, enfin une année entière à l'école, faire des campus et ensuite faire l'alternance en M2. Donc c'est une opportunité chouette aussi. Super. Et pour finir, Paul nous demandait dans quelle entreprise vous aviez fait vos stages. Donc vos stages enfin, je sais pas de quel type de stage il fait référence, mais en tout cas, vous nous aviez dit que pour votre césure, toi, Émilie, tu nous disais qu'aujourd'hui tu étais chez Dior et qu'avant ça, tu étais. Dans une agence de pub. Et d'accord. Et Pauline, toi, tu nous disais Pernod Ricard et aujourd'hui chez MAD. Ouais. Et est-ce que, enfin, vous pourriez nous donner juste le nom des entreprises dans lesquelles peut-être vous aviez fait vos stages à la Cato? Moi, je peux, mais c'est inconnu au bataillon. Non, C'était mais ou vraiment alors peut-être des- pas le nom, mais plus le domaine dans ce cas-là, si c'est pas très connu. Mais moi, j'ai vraiment fait de tout. Donc, le premier, c'était de l'événementiel dans vraiment une petite boîte, genre moins de 10 personnes. Le deuxième, c'était une moyenne entreprise, environ 100 personnes, et c'était un cabinet de conseil en IA. Et le troisième, j'avais fait du coup un stage cette fois de ressources humaines chez KPMG, donc une grosse entreprise. Mais c'était bien d'avoir les trois pour les euros, justement, de dire Les trois tailles. Et toi, trois. Pauline? Du coup, moi, en première année, j'étais chez Bache en tant que vendeuse. En deuxième année, j'étais du coup en comptage dans une entreprise qui s'appelle Infragestion. C'est pareil, une petite entreprise très peu connue dans les enfin, dans le service financier. Et en L3, pareil, un truc pas très connu qui s'appelle OO Drive, où du coup, j'étais en contrôle de gestion. Ok. Et Roméo euh, nous dit aussi, est-ce que c'est un plus de dire qu'on veut faire de l'alternance dans ses lettres de reco ou à l'oral? Ou est-ce que ça change pas? Je pense que c'est un type de parcours, mais enfin, ça sera pas plus valorisé, à moins qu'il y ait une vraie raison et C'est que... juste bien de savoir vers quoi on veut faire, quel type de parcours Oui, on veut s'orienter, mais pas plus de dire maintenant, qu'on veut faire de l'alternance par plutôt que. exemple, si tu as une entreprise et tu as vraiment, imaginons, je sais pas, tu veux bosser dans l'aviation et que tu peux avoir une alternance chez Dassault, bah oui, là, tu peux te dire, ok, j'ai envie d'aller à l'ESCP pour faire, je sais pas, le parcours international et en même temps, j'ai envie d'avoir l'alternance chez Dassault parce que c'est mon parcours. Mais si tu peux, enfin, c'est pas un prérequis pour dire, en fait, enfin, tout est possible, quoi. Ok. Et bon, on va finir sur cette question. Est-ce que les lettres de motivation sont valorisées dans les candidatures? Alors, j'imagine que c'est quelque chose qui est très important parce que c'est Oui, un mais moyen de se démarquer. si, mais Et en fait, le problème, c'est que le SCP, ils nous disent pas. On sait juste que du coup, le TAGE, en vrai, est pas, on ne enfin, connaît pas est les important. coefficients. Mais voilà, et on n'a pas du tout les coefficients. Donc, forcément, ils doivent les lire et je sais pas s'ils les avaient devant les yeux pendant nos entretiens, mais forcément, elles ont une importance, sinon elles seraient pas là. Mais on saurait pas vous dire à quel point elles sont importantes, quoi. Moi, Et je pense j'imagine. que Pardon, vas-y. surtout, ce qui est important, en fait, c'est de le faire sérieusement parce que c'est un exercice qui vous permet après d'avoir vraiment une cohérence dans vous avez envie de faire quoi, pourquoi. Ouais. Et ça vous permet d'y réfléchir un peu avant et pas de vous retrouver une semaine avant en mode ah bah mince, finalement j'ai été pris aux oraux, qu'est-ce que je vais raconter? Bah, vous avez déjà écrit cette lettre, donc ça vous permet déjà de vous dites ce que vous voulez faire comme spé dedans et de raconter un peu votre parcours. Et moi, je me suis beaucoup appuyée sur mes lettres pour tous mes oraux, donc voilà. Et je crois qu'il y avait une question sur les lettres de recommandation. Franchement, Ouais, qui moi, suivait. j'en avais pas mis, donc je sais Moi, pas. j'en avais. Peut-être une. Enfin, franchement, on sait pas. Il y a Ouais, assez non, ça, on sait pas. Et mystère. pour les chaires, est-ce qu'il y a des chaires pour enfin, le SCP? Et encore une fois, est-ce que ça peut être pertinent de les évoquer pour rentrer? Est-ce que c'est la même chose que pour le reste? C'est bien de connaître le parcours, mais ça change pas plus que ça?
Il y a pas de, je sais pas si on a je crois qu'on n'a pas de chair, mais on a des séminaires. Il y en Il me a des semble. chats, en vrai. Il y a des chairs? Ah bah, je sais pas. Il y en a, mais c'est un peu niche. Enfin, parfois, en fait, le jury, il faut savoir que ça va être un alumni et une personne de l'ESCP, un En fait, professeur, ils donc sont ça en peut être plus les n'importe chairs. qui. C'est pas dans les cours. C'est en plus, Ouais. effectivement, on les reçoit par mail de temps en temps, ça pop-up quoi. Moi, j'en avais parlé à mon entretien, mais en fait, je pense que c'est intéressant d'en parler que si vous savez bien en parler et que ça apporte vraiment quelque chose, parce que c'est pas quelque chose que vous allez réellement voir dans votre quotidien si vous êtes étudiant. Ok. Et bah, du coup, j'ai vu qu'on avait Flore qui nous demandait est-ce que vous auriez des conseils. Bah, il me semble que vous en avez déjà donné quand même pas mal, sauf si vous voulez rajouter. Sinon, nous, on fera des petits shorts sur nos réseaux pour reprendre justement tous les conseils que vous nous avez donnés. Je pense que c'est aussi important de dire à tous les gens qui sont encore là, n'hésitez pas à les contacter, bah, du coup, que ce soit Émilie et Pauline, sur LinkedIn, sur Instagram, mais bon, le plus simple, je pense, c'est LinkedIn. On a mis vos noms, prénoms, parcours sur le Instagram de Prépalumni. Comme nous a dit Pauline, c'est très important de parler avec des professionnels, mais bah, nous, on a la chance quand même d'avoir un bon réseau d'alumni, donc ça peut être très intéressant pour tous les gens qui ont d'autres questions, bah, d'aller leur poser directement et bah, par la même occasion de chercher s'il n'y a pas d'autres alumni qui ont fait des parcours différents. Et bien encore merci à toutes les deux pour le temps que vous nous avez accordé et puis bah, à bientôt en vous souhaitant le meilleur possible et plein de réussite pour la suite de vos parcours. Merci à vous. Oui. Bonne Merci. soirée. Et bonne soirée.